Grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH pour parler recrutement avec Indeed, qui est le leader mondial du recrutement digital. On va en parler avec Mathieu Eloi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général d'Indeed France, spécialiste de l'innovation digitale. Parce que ce qui est intéressant, et juste un mot sur votre parcours, une grande partie de votre carrière se fait dans le digital. Vous arrivez de chez Google, me semble-t-il. Juste une question avant de parler de toutes vos études et de l'élection présidentielle. J'ai le sentiment que le recrutement est intimement lié au digital. Et qu'en fait, il reste une petite frange dans PME, TPE qui continue à faire ça à l'ancienne, mais qu'il y a une vague digitale gigantesque. Le fait est qu'on est dans un monde en transformation et vous avez raison, moi je venais pas de ce monde-là puisque j'arrivais de chez Google. Mais pas très éloigné. C'est pas très éloigné, mais c'est vrai que quand je suis arrivé, je connaissais pas bien le sujet du recrutement en tant que tel. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose d'extrêmement commun, c'est qu'on est rentré dans un monde du média que vous connaissez bien vous, qui est devenu mesurable, sous la faveur de la digitalisation, et le métier du recrutement suit effectivement plus ou moins le même chemin, avec cette tentation de pouvoir tout programmer, mesurer, optimiser, et c'est une des choses que permet Indeed. Et d'accélérer, on en parlera avec vous, parce qu'il y a des enjeux chez Indeed, d'accélérer la rencontre entre le recruté et le recruteur, faire en sorte qu'on aille plus vite et qu'on gagne du temps et qu'on recrute plus. On va en parler. Une étude, parce que vous faites beaucoup d'études, tant sur le télétravail. La dernière, c'est sur la présidentielle. Ça, c'est très intéressant, cette étude, parce que il ressort que les personnes interrogées par Indeed considèrent que l'emploi, il ne parle pas de pouvoir d'achat, d'ailleurs il parle de l'emploi, a été délaissé dans cette campagne présidentielle, et 92% de ceux qui sont inscrits sur ces listes électorales considèrent à contrario que l'emploi ce thème jouera un rôle important dans leur choix de bulletin. Comment vous expliquez que les candidats, alors vous allez me dire, il n'y a pas eu de campagne, c'était compliqué, comment se fait-il que ces sujets-là, les candidats en parlent peu ou pas ? Alors, c'est vrai que vous avez raison de mentionner aussi le pouvoir d'achat, parce que c'est un diptyque qui ne fonctionne pas à 100%, mais enfin quand même, l'emploi est d'une certaine manière un des éléments qui vous permet d'avoir du pouvoir d'achat. Et dans cette étude, on voit aussi que 42% des gens attendent pour leur propre personne un impact de cette présidentielle sur leur pouvoir d'achat. Déçus donc. Ils le relient au sujet de la présidentielle, au sujet de l'emploi dans la présidentielle, et effectivement ils trouvent en grande majorité que l'emploi a été absent de la présidentielle. C'est pas faux, et nous on a fait cette étude parce qu'on se disait mais enfin quand est-ce qu'on va parler d'emploi, mais d'une certaine manière il faut quand même avouer que entre la précédente présidentielle et celle-là il s'est passé une chose, c'est qu'on est arrivé presque au plein emploi en France. On est aujourd'hui à 7,5%. 5% le plein emploi en France ? Non, c'est plus. On est un peu plus élevé, ou un peu moins que dans les autres pays d'Europe. On considère que 7,5 à peu près, c'est le plein emploi en France. C'est le continent gelé de la France, ceux pour qui on aura beaucoup de difficultés à. Donc attendez, vous nous dites que le chiffre de chômage aujourd'hui, on a presque quasiment atteint le plein emploi. Vous pouvez voir la tension qui existe sur l'ensemble des jobs. Bien sûr. Donc c'est quand même un indicateur, c'est-à-dire que quand il y a une tension, quand les gens ont du mal à recruter, c'est qu'il y a moins de gens qui recrutent. Aujourd'hui, Indeed, c'est un peu une tour de contrôle, c'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui viennent sur notre site qu'on peut à peu près voir toutes les tendances. On a 7 millions de flux. 7 millions, effectivement, de gens qui viennent tous les mois sur la plateforme. Et 10 millions de CV ? Et 10 millions de CV. C'est colossal. C'est colossal, et ça nous permet d'avoir un bon point de vue. Ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a plus de 35% d'offres d'emploi aujourd'hui par rapport à notre point de référence qui est juste avant Covid. Alors ça c'est 35%. 35, ouais. C'est un indicateur de tension qui est importante. Il y a même des segments, les segments qui sont à plus forte, de première nécessité, disons, la santé, ce genre de choses, sont à plus 70% d'offres. Donc ça indique bien le niveau de tension qu'on connaît sur le marché français. Non, je vous dis ça parce qu'on a eu la ministre du Travail juste avant la campagne présidentielle, qui fut courte, et qui nous disait qu'elle estimait, elle, que le plein emploi serait atteint lorsqu'on serait arrivé à 5,5% de demandeurs d'emploi. Vous vous dites on n'en est pas loin, à travers votre tour de contrôle et vos chiffres. Ça veut dire, excusez-moi de rentrer dans le sujet, mais qu'on a un chômage structurel qu'on ne pourra pas faire fondre. Si on est à 7,5 et qu'il y a des tensions sur le marché, on considère qu'il y a une partie de demandeurs d'emploi auxquels on ne pourra pas proposer d'emploi.
Alors, je pense pas qu'il faut être défaitiste, mais c'est vrai qu'en 5,5, c'est un peu la moyenne européenne. Oui, c'est ça. Dans le monde, on dit quand on est à 5,5, on est en plein emploi. Même plus faible en Allemagne. Oui. En France, on a quand même un chômage structurel qui est un peu plus difficile. Et la ministre du Travail, d'ailleurs, travaille beaucoup sur le sujet. On a des discussions intéressantes avec elle, avec Pôle emploi, sur quelle est la mission d'un Pôle emploi là-dedans. C'est vrai qu'on pourrait se dire, est-ce que on a envie que Pôle emploi soit l'endroit où on présente des annonces et c'est une sorte de job board, ou est-ce que la mission de Pôle emploi, et je pense que ça doit être ça, c'est d'accompagner sur le terrain, ils ont une présence sur le terrain, ces 7,5 vers l'emploi le plus possible pour toucher plus les 5% d'une moyenne européenne. Quelques mots quand même sur, et plusieurs, parce qu'il y a la présidentielle qui a un peu oublié l'emploi et le pouvoir d'achat, et je vais vous dire, elle n'a pas oublié que ces thèmes-là, finalement, puisque c'est le pouvoir d'achat qui est venu finalement au dernier moment agiter l'actualité, mais ça a d'abord été l'immigration et la sécurité, puis en toute fin de campagne, le pouvoir d'achat. Il y a un sujet alors, qui est très smart job, qui est très Bismart, qui est le télétravail. Alors ce qui est intéressant avec Indeed, c'est qu'il y a 250 millions de flux monde sur Indeed, et que là aussi, vous avez une cartographie mondiale de l'activité du travail dans le monde. Et sur le télétravail, moi j'ai lu des choses très intéressantes dans vos études, c'est que vous dites que le télétravail va continuer à vivre, à se développer, parce que le pays a un très bon niveau numérique, et ceux qui ne l'auront pas, qui seront en décrochage, auront du mal à poursuivre le télétravail. En un mot, États-Unis, ça cartonne, mais je vois l'Italie, et puis disons-le, la France, elle décroche sur le télétravail. Un peu en retard, oui. Elle est un peu en retard. Un peu en retard. C'est vrai que on a tous connu, y compris vous, y compris moi, cette expérience collective des 2 dernières années où on a beaucoup travaillé à la maison. D'ailleurs, vous m'avez invité plusieurs fois à venir sur ce plateau. Je ne pouvais pas venir. Interdit, c'est ça. Exactement, il faut le dire. parce que j'étais en télétravail comme beaucoup de nos compatriotes. Mais cette expérience collective a aussi impliqué beaucoup de changements dans le management. Chacun de nous, dirigeants et pas dirigeants d'ailleurs, sort de cette aventure avec l'idée qu'il y a une manière différente de le travailler. Et d'ailleurs, on le voit beaucoup dans les annonces, on pourra y revenir tout à l'heure, enfin sur ce que les gens cherchent. Mais toujours est-il qu'on s'est effectivement intéressé à quel est le pourcentage des offres qui proposent le télétravail. Ne voulant pas dire des emplois 100% télétravail, mais qui proposent cette option. C'est vrai que c'est un bon indicateur de quelle manière des pays plus que d'autres prennent des opportunités, puisque c'est quand même des opportunités qui sont offertes au monde. N'importe quelle personne qui a une famille, ou peut-être qui n'a pas de famille, mais qui aime travailler différemment, comprend les bénéfices du télétravail. Il y a beaucoup d'études qui montrent une plus grande opérabilité pendant le télétravail. Mais attendez, là en ce moment, on est un peu, excusez-moi d'utiliser cette expression, mais sur une ligne de crête, au sens où on ne sait pas trop si les entreprises françaises vont parvenir comme avant Covid. Parce que c'est ce qu'on voit dans vos études, c'est pas si simple. Alors, les Français veulent du télétravail, mais les offres ne le mettent pas. C'est vrai qu'on n'a que 5,9% des offres en France qui mentionnent le sujet télétravail. Il y en a plus de 15% en Allemagne, plus de 18% au Royaume-Uni. Donc la France est un peu en retard là-dessus. On sent un clivage, une tentation des managers de revenir au monde d'avant, dont je ne pense pas vraiment que ce sera le cas. Je ne pense pas vraiment qu'ils pourront le faire. Mais enfin, en tout cas, on peut dire qu'il n'y a pas une adhésion fondamentale des organisations à cette nouvelle donne et à cette nouvelle possibilité. Mais comment vous l'expliquez? Parce qu'il y a des pays plus, j'allais dire, plus actifs, et je pense aux États-Unis, je pense à l'Angleterre, aux Britanniques. La France, c'est quoi? C'est une forme de patronat un peu 20e siècle? Parce qu'il y a beaucoup de décideurs qui vous disent en off, pas en plateau télé, mais qui vous disent, bon, ça suffit, on fait revenir tout le monde, le télétravail, on le fera à la marge. Et au même moment, vous avez des salariés qui posent des annonces en disant, s'il n'y a pas de télétravail, moi, j'y vais pas. Alors, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça, mais c'est vrai qu'on a aussi, nous, un paysage qui est particulier, avec Paris qui est si important que ça. Donc, c'est vrai que c'est plus facile sur la communauté des gens qui travaillent à Paris de venir au bureau. Je dirais, la plupart des pays européens et mondiaux, les États-Unis que vous citiez, sont beaucoup plus décentralisés. Les distances pour aller au travail sont beaucoup plus importantes. Donc, nous, voilà, on a quand même, il faut le dire, ça pour nous. Ensuite, on n'est pas un pays on est un pays plutôt conservateur sur les manières de faire. On met toujours plus longtemps que d'autres pays à prendre le pli de nouvelles manières de faire. J'ai cité les Italiens quand même, parce que les Italiens aussi, il y a un reflux du télétravail en Italie. Oui, mais il reste plus haut que la France. Il reste plus haut, mais il reflue. Non, mais c'était pour qu'on ne se sente pas seul. Mais alors, il reste plus haut que la France, attention, parce que nous, ce qu'on mentionne, c'est les annonces d'emploi qui mentionnent le sujet du télétravail. Donc, c'est peut-être une chose différente de ce qui se passe dans la réalité. Mais c'est intéressant parce que ça en dit aussi beaucoup sur
qu'est-ce que les employeurs ont envie de partager, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire à leurs salariés. Nous, on pense que, et peut-être que c'est lié d'ailleurs au sujet de la tension sur le marché de l'emploi, hein. Il y a beaucoup d'offres en ce moment, plus de 35%, je l'ai dit, plus d'1 million d'offres en ce moment sur la plateforme Indeed. 1 million d'offres. Oui, aussi parce que pas mal de gens ont quitté leur emploi. Il y a plus de 20% de démissions par Grande rapport à la même démission période. ou démission? Démission. Démission, non, on Ouais. n'est pas dans le phénomène sur des emplois peu qualifiés. Vous le sentez sur le site de salariés qui disent je suis trop mal payé ou trop peu payé, je m'en vais. Si, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gens. En fait, cette expérience collective a créé chez les gens l'envie de reprendre le cours de leur vie comme ils le souhaitent. Et donc, cette possibilité d'avoir un meilleur avenir, elle se traduit par l'emploi. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on essaye de faire. Nous, chez Indeed, on essaye de donner aux gens la possibilité de choisir leur meilleur avenir en ayant des critères de choix qui leur permettent de dire est-ce que c'est un meilleur salaire, est-ce que c'est plus de flexibilité du travail, est-ce que c'est plus proche de chez moi, est-ce que c'est plus de sécurité du travail. Donc tout ça, chacun a des critères différents et c'est important de pouvoir le dire, le chercher. On va revenir sur cette étude parce que vous soulevez un sujet, c'est vous qui l'avez sorti cette étude, sur les critères qui motivent quelqu'un à choisir un emploi. Et là aussi, ça peut paraître contradictoire avec des invités qui sont venus sur ce plateau, qui nous ont dit tout est en train de changer, c'est le sens. Vous dites, en tout cas dans votre étude, le premier critère, c'est le salaire. Et oui. Et non, mais ça vient tordre le cou à pas mal de choses que vous lisez, que vous entendez. Vous dites, c'est le salaire. C'est vrai, les gens nous disent toujours qu'ils cherchent un nouveau job pour le sens de ce job, mais la raison pour laquelle ils choisissent un job plutôt qu'un autre, c'est souvent le salaire. Oui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on incite très fortement l'ensemble des recruteurs à mentionner le salaire sur les offres d'emploi. Ce qu'en France, là aussi, on est un peu hésitant à faire, mais nous, on pense qu'on devrait laisser les gens choisir en fonction de ce critère, parce que là aussi, c'est un des critères, mais on devrait pouvoir choisir en fonction de ça. Alors, restons un instant sur le salaire, puisqu'il fait écho au pouvoir d'achat et au débat qui est posé dans la campagne présidentielle, puisqu'on est en plein dedans. 40% des Français ont déjà refusé un emploi en raison d'une rémunération trop basse. Et j'ai envie de l'associer avec les secteurs dont vous me parliez tout à l'heure, les fameux secteurs sous tension, des secteurs qui sont les métiers de l'aide à la personne, les aides-soignantes, les transporteurs, les gens de la logistique qui sont dans des dépôts. C'est compliqué parce que vous faites du flux, vous n'êtes pas là pour conseiller l'entreprise, mais est-ce que vous les guidez? Est-ce que parfois vous leur dites là vous ne trouverez pas? Vos salaires sont trop bas et en plus vous allez perdre des effectifs parce qu'en fait les gens ne restent pas. Donc vous ne pouvez pas engager les collaborateurs. Alors, bon, c'est pas notre rôle évidemment de les guider. Mais c'est un sujet quand même. Mais c'est un énorme sujet puisque effectivement, la plupart des métiers en tension sont les métiers qui sont difficiles, qui sont effectivement des jobs qui sont pas forcément très bien payés, qui sont difficiles, qui sont passionnants par plein d'égards, mais qui sont pas forcément bien rémunérés, pas forcément bien reconnus. Et c'est pour ça que nous on incite énormément les recruteurs à la meilleure transparence et du coup de pouvoir se mesurer aux autres. Il y a une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est que sur Indeed il y a des pages employeurs où les gens peuvent laisser des avis. On est aussi la plus grande source d'avis sur les entreprises. On a au sein d'une entreprise qui s'appelle Glassdoor, qui est la maison de verre qui permet de voir de l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc les gens savent. Et les gens parlent. Les gens savent, les gens parlent. Et donc ce on conseille aux recruteurs, c'est d'être le plus transparent possible, le plus lisible possible, de dire leur message de la manière la plus forte possible pour qu'ils soient entendus. Évidemment, on regarde des indicateurs de salaire. Donc, il y a eu, puisque vous me posiez tout à l'heure la question, on n'a pas noté, malgré cette tension, de très forte augmentation de salaire, puisque les salaires sur un an ont augmenté de 3,1%, ce qui ressemble étrangement au chiffre de l'inflation. Tout à fait. Il y a quand même... Légèrement en dessous, d'ailleurs. Légèrement en dessous, d'un point. Suivant qui les mentionne, mais en tout cas, il y a quand même des poches d'emploi qui ont fait un effort significatif. Le domaine du soin les restaurateurs. a augmenté de 6,7, les restaurateurs ont augmenté de quelque chose. Mais est-ce que vous le sentez sur le flux des annonces qui sont un peu plus pourvues lorsque un secteur augmente un salaire? Je pense aux restaurateurs, ils avaient d'énormes difficultés de recrutement. Est-ce que vous sentez que depuis la négociation sur Indeed, il y a un petit effet cliquet, on recrute plus ou pas? Ou ça joue pas? On recrute plus dans le sens où il y a plus d'offres, mais parfois aussi quand il y a plus d'offres, ça veut dire qu'on a plus de difficultés à recruter. Et oui. Parce qu'effectivement, le fait qu'il y ait plus d'offres, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de jobs, ça veut aussi dire qu'il y a plus de gens qui passent à la retraite, plus de gens qui ont quitté leur emploi et
pour une partie des nouveaux jobs. Mais non, je ne peux pas vous dire tout simplement, aussi simplement que ça. Ce qui est sûr, c'est que cette tension continue à exister. Elle n'a pas diminué, elle ne s'est pas résolue dans les dernières semaines, et ça continue même à augmenter, puisqu'on a encore gagné 5 points ce mois-ci de pourcentage d'annonces supplémentaires par rapport à la période de référence qui est l'avant-Covid. Donc ça veut dire que l'économie, et c'était ma dernière question, parce que je veux qu'on parle du futur, des innovations que vous mettez en place, parce que vous avez lancé plein de choses. La crise économique dont on nous parle, des taux qui vont remonter, des entreprises qui sont frileuses, le moral des ménages qui ne suit pas, en tout cas, au moment où on se parle, vous ne le ressentez pas, en tout cas, sur les annonces. C'est-à-dire que les entreprises accélèrent, elles cherchent. Au moment où on se parle, les recrutements vont très fort et les entreprises cherchent beaucoup de profils. Ensuite, c'est vrai que ce genre de crise, elles mettent aussi du temps à entrer dans la réalité, donc c'est difficile de vous dire ce qui va se passer. Il y aura forcément d'une certaine manière un impact, mais aujourd'hui, les entreprises continuent à recruter de manière extrêmement forte. Comme s'il y avait finalement une déconnexion entre les réalités économiques et le marché de l'emploi. Oui, il y a une déconnexion temporelle, mais il faut dire que nous, comme consommateurs, on a des gros impacts sur l'énergie, etc. Mais aujourd'hui, c'est assez localisé dans un certain nombre de sujets qui sont très douloureux, mais qui sont des sujets localisés. Parlons de l'avenir de l'entreprise Indeed, parce que j'imagine que vous êtes en permanence, pour rester le leader mondial et le leader français, en train de réfléchir. Vous parliez de Glassdoor, de la transparence, de la notation. Vous avez mis en place le Magic Matching. Alors bon, on voit de quoi ça parle. C'est quoi l'idée? Moi, j'ai lu en fait que votre promesse, c'était de réduire de 6 à 8 heures le délai de recrutement. Si on gagne 6 à 8 heures sur le recrutement, qui est souvent un peu long, et vous dites, grâce à ça, on va permettre à l'entreprise d'aller plus vite, de recruter plus. C'est bien ça l'esprit. C'est tout à fait ça l'idée. Vous me permettez de faire un tout petit retour en arrière? Mais bien sûr. Indeed s'est créé il y a une quinzaine d'années sur une idée extrêmement simple qui était une recherche pour tous les jobs. Un endroit pour rechercher tous les jobs. C'est-à-dire qu'on rassemblait en un seul endroit tous les jobs, c'est quelque chose qui n'existait pas. Et depuis ce temps-là, on a beaucoup travaillé sur notre technologie pour la rendre de plus en plus perfectionnée, et notamment pour travailler sur ce que vous avez effectivement nommé le Magic Matching, mais qui est plus un concept qu'une réalisation. Le Magic Matching, c'est l'idée que on va mettre en face un job et une personne, ce qui serait vraiment l'idéal, et sur la plateforme ce serait réglé. Donc on travaille énormément là-dessus, et il faut se rendre compte que le métier du recrutement est un métier extrêmement ingrat, et l'ensemble des chercheurs d'emploi et des recruteurs l'ont vécu, puisque 90% des candidats ne reçoivent pas de réponse à leur candidature. La moyenne de réponse, c'est 3 semaines dans un marché tendu. Donc vous vous rendez compte, en 3 semaines, vous pouvez être recruté par n'importe qui. Donc, ça, c'est un vrai sujet, ça. Donc c'est un vrai sujet. Ouais. Il y a d'un côté là ces difficultés, et de l'autre côté, comme les candidats ne reçoivent pas de réponse, ils cliquent comme des fous. Et le résultat, c'est que les recruteurs sont sous des afflux de candidatures extrêmement importants. Donc la manière de faire fonctionne de moins en moins bien. Plus les gens s'habituent, finalement, d'une certaine manière, moins ça fonctionne. Ce trou noir des candidatures est sans fond, quoi, est un gros problème. Et la mauvaise qualité des candidatures est également un énorme problème. Et donc, on a travaillé sur des solutions. Donc, le Magic Matching nous permet d'optimiser la manière dont on match à travers tout ce qu'on connaît des chercheurs d'emploi. C'est quoi? C'est des algorithmes? On affine un peu plus les recherches? On permet C'est des algorithmes, mais qui ne sont pas en fonction de ce qu'on sait du background d'un chercheur d'emploi, c'est en fonction de ce qu'il cherche. On laisse la liberté, la technologie laisse la liberté aux candidat de chercher ce qu'il cherche. Mais donc ça, c'était un premier step. Et puis le deuxième, c'est probablement c'est l'automatisation, c'est-à-dire raccourcir tout le tunnel qui est la candidature, la sélection des CV, on jette tous les autres à la poubelle, on essaye d'appeler des gens qu'on n'arrive pas à avoir, finalement on obtient un rendez-vous, ils viennent pas, et peut-être qu'à la fin, etc. Et donc on essaye de faire... Et ça coûte cher, hein, par ailleurs, c'est un coût très élevé. Très cher, c'est beaucoup de temps, d'énergie un peu négative pour les recruteurs. Et on essaie de faire quelque chose où, au lieu de cliquer sur un bouton « Je candidate », je vais cliquer sur un bouton, je rencontre un recruteur, et directement j'ai accès à l'agenda du recruteur et je le rencontre. Et donc cette promesse extrêmement forte. Donc une vraie connexion là. Une vraie connexion. Cette promesse extrêmement forte de je ne vais pas mettre une candidature qui va servir à rien, je vais rencontrer quelqu'un, fait qu'il y a un filtre naturel et que les gens sont beaucoup plus sérieux à l'heure de faire ça et qu'on facilite énormément la rencontre. Donc c'est pas une bouteille à la mer. Non. La personne sait qu'elle va être connectée à l'agenda. Oui, parce que ce qu'on lui propose, c'est ça. Hein.
Oui, ce qu'on lui Donc propose, la pression ça n'est est pas forte. de candidater, D'accord. c'est de rencontrer quelqu'un. Donc la pression est forte, et donc vous vous dites, bon, bah, si c'est pas un job pour moi, je vais pas... Il y a toujours des farfelus, hein, mais Vous avez raison. On clique parce qu'on sait que c'est une bouteille à la mer. Ouais. Et quand on clique dans votre formule magique, Ouais. là, on sait que la pression est plus forte. Absolument. Et ça veut dire aussi que de l'autre côté, l'entreprise, et ça c'est une promesse que j'imagine vous faites, il faut qu'elle ait les équipes formées pour pouvoir recevoir le flux de Et candidatures. c'est la partie la plus compliquée. Ben, Alors, bien le flux sûr. de candidatures, ils sont habitués à les recevoir. Oui, non, mais il faut le gérer. Au lieu de recevoir des Mails, CV, ben, bien sûr. au lieu de recevoir des mails ou des CV, ils vont rencontrer des gens. Et donc, effectivement, ça suppose beaucoup de changements dans les habitudes. Donc, on a un certain nombre de recruteurs qui sont les plus avancés, qui ont décidé de Oui. commencer à travailler ça de la manière... Oui. C'est un manière, virage pour l'entreprise. Mais ça. c'est un virage très fort, organisationnel, et Service de RH. manière de faire Bien sûr. pour les entreprises. Ouais. Avant de nous quitter, on a beaucoup parlé de l'élection, on a parlé du télétravail, on a parlé de ce marché du travail. Et puis un mot quand même, parce que je sais que vous êtes aussi engagé avec le groupe SOS. Et notre émission est partenaire d'Un jeune, une solution. On a beaucoup parlé du contrat engagement jeune, on a beaucoup parlé de ces jeunes non diplômés, finalement, qui sortent des écrans radars. Quelle est la promesse d'Indeed associée avec ce groupe SOS qui est très engagé sur le terrain, dans des quartiers de banlieue? Qu'est-ce que vous apportez là? Ouais, bah c'est une question très intéressante. J'aurais pu d'ailleurs la mentionner quand on a parlé du continent gelé. Mais oui. Nos 7,5, passer du 7,5 au 5,5 de chômage en France, qui est en quelque sorte le plein emploi, ça va supposer de ramener à l'emploi plein de gens qui n'y sont pas. Ceux dont on parle là. Ceux dont on parle. Et donc, effectivement, ça suppose de changer plein de pratiques. Et donc, parfois, il est question de discrimination, etc. Le sujet est très loin d'être seulement la discrimination à l'embauche, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en réalité. Moi, j'aide un certain nombre de gens, personnellement, à de quartiers un peu difficiles à retrouver un emploi. C'est quoi? C'est du mentorat? Enfin, du mentorat, non? Vous accompagnez? Oui, il faut les accompagner, puis il faut aussi que les entreprises en face soient habituées à faire ça. Donc, un exemple, j'ai travaillé avec le Club Med sur un cas, et le Club Med, ils font une chose qui est très intéressante, c'est qu'ils savent très bien que dans un grand nombre de cas, la première fois qu'ils ont rendez-vous avec quelqu'un, cette personne ne va pas venir. Et donc, ils sont prêts à lui proposer un deuxième entretien, et peut-être T'as une deuxième chance. une deuxième chance et une troisième. Mais donc, ça paraît des choses absurdes, mais c'est un peu ça qu'on fait avec le groupe SOS. On accompagne nos clients et on les aide à se former à une nouvelle manière de recruter, parce qu'il y a beaucoup de gens d'extrême talent, etc., Oui. mais qui sont loin du monde de l'emploi. Et c'est vrai que les ramener là, ça va supposer de changer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire il y a un problème de discrimination, ça ne va pas. Je suis d'accord. Il faut aller chercher les cas les uns après les autres. Et je pense que d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, Pôle emploi peut avoir un rôle très important d'accompagner individuellement les gens dans ce retour à l'emploi. C'est d'ailleurs l'objectif du contrat d'engagement jeune, mission locale Pôle emploi, avec un référent qui les suit, un peu contraignant d'ailleurs, il faut le dire. Vous me faisiez une petite confidence, parce que c'est toujours difficile de faire fendre l'armure à un dirigeant d'entreprise ou à un directeur général, mais vous nous disiez qu'à titre personnel, vous vous engagiez physiquement dans certaines écoles, établissements. C'est ça que vous faites? Oui, c'est ça que je fais. Au-delà de votre casquette Indeed, mais vous le faites... C'est très facile pour moi, parce que finalement... c'est votre cœur de métier, ouais. Caché derrière ma plateforme tranquillement, mais je voulais aller un petit peu au contact pour me rendre compte, puisqu'on travaille avec le groupe SOS, la réalité, me rendre compte un petit peu de la réalité. Et la réalité, effectivement, est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus diffuse qu'on l'imagine. Et il y a effectivement un gros travail à faire pour aller chercher des individus, non pas des groupes, etc. Et c'est pas des sujets d'argent, c'est-à-dire que le contrat d'accompagnement, c'est très bien, mais 500 € ne va pas ramener quelqu'un à l'emploi. C'est un accompagnement personnel, c'est le montant, et aussi en face des gens, des entreprises capables de les accueillir. Mais vous nous dites quoi? C'est c'est au-delà des 500 € du contrat engagement jeune, dont vous dites qu'évidemment c'est un peu juste, mais que c'est un travail sur la confiance. C'est ça. C'est un travail sur la confiance, c'est un travail sur l'éducation, c'est un travail sur la compréhension d'un monde qui est un peu loin d'eux. Et réciproquement, d'accepter un monde que l'entreprise... des entreprises d'être capables d'intégrer des gens qui sont un peu loin d'eux et de leur faire un chemin avec eux. Merci Mathieu Eloi d'être venu nous rendre visite. C'est passionnant d'avoir fait. C'est à la fois une cartographie française, puis avec Indeed, on a aussi une cartographie mondiale. Juste avant de nous quitter, la cartographie française, on l'a faite, mais mondialement, vous la voyez arriver, cette crise, ou pas? Parce que vous avez évidemment un pied quasiment dans tous les pays. On se situe où, la France, par rapport à nos concurrents et à d'autres pays? La France était moins descendue pendant la crise du Covid. Du coup, la remontée est un peu plus lente. Mais aujourd'hui, on ne voit toujours pas de ralentissement. L'Allemagne, par rapport au chiffre de plus 35 que je cite pour la France, est à plus 66. 66, oui, exactement. L'Angleterre, j'en parle même pas. Les États-Unis, c'est la même chose. Donc, nous, on fait un chemin doucement mais sûrement.
Mais c'est vrai qu'il y a une situation de l'emploi dans le monde qui est extrêmement vigoureuse. Et donc qui peut maintenir notre croissance. Qui peut maintenir notre croissance. Par ailleurs, pour la France, la flexibilité du monde du travail, le fait que les gens changent de job, etc., est quand même une chance par rapport à un pays un peu congelé où les gens restaient dans leur job pendant très longtemps. Et ça, c'est une nouveauté en France, qui était un gros mot, la flexibilité. Souvenez-vous, on avait peur d'utiliser ce mot. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Mathieu Eloi, directeur général d'Indeed France, avec ses 7 millions de connexions et de flux et 10 millions de CV, 1 million d'offres d'emploi au moment où on se parle sur le site Indeed. Il y a peut-être emploi à votre pied. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et on parle des commerciaux avec un concept un peu particulier, vous allez voir.